Faire un design system, ça nécessite d'avoir une documentation aux petits oignons. Alors je vous propose ce nouveau format Design System Review. L'objectif est simple, analyser des design systems existants et identifier ce qui sort un petit peu du lot, ce qui marche plus ou moins bien selon les design systems. Pour cette première review, j'ai décidé d'analyser le design system du Washington Post. Perso, c'est un de mes design systems préférés, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à retenir et qui sortent un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement. Alors, leur design system, il va être disponible sur build.washingtonpost.com. Alors, on peut le voir tout de suite, quand on arrive dessus, ils utilisent ni 08 ni Supernova, qui sont des outils de documentation les plus utilisés. Visiblement, c'est une solution custom. Donc, j'ai creusé un petit peu pour regarder ce qu'ils utilisent. Donc, c'est développé en React avec le framework Next.js, Redux UI, qui est une librairie de composants React, et Tailwind CSS, qu'on ne présente plus, mais si jamais vous ne connaissez pas, c'est un des frameworks CSS les plus utilisés aujourd'hui. Alors regardons un petit peu la structure du design system. Donc la navigation principale du design system, elle est verticale. On va y retrouver les fondations, les composants, les ressources et une partie support. Avoir un menu vertical, c'est assez habituel dans la documentation d'un design system, parce qu'on a beaucoup d'éléments, rien que pour la liste des composants. Donc pas trop de surprise de ce côté-là. On peut tout de même trouver une petite navigation horizontale en haut à droite, où on va y retrouver les release notes, qui correspondront aux mises à jour du design system, les ressources, donc ça va être une porte d'entrée vers différentes sections, qu'on retrouve également dans le menu vertical, la partie support, alors il s'agit du même lien également que dans le menu vertical. Et on a un switch en dark mode. Alors il y a juste un petit truc que je trouve étrange, c'est que quand on clique sur le switch, ça rafraîchit la page. En fait, il faut cliquer sur la petite icône à côté pour que ça fonctionne. Ok, revenons sur la page d'accueil. Sur la partie supérieure, on a un message de bienvenue qui explique brièvement ce qu'on va trouver sur le design system. C'est plutôt accueillant. Et à droite, on voit les dernières mises à jour. Alors ça c'est cool puisqu'on voit tout de suite les dernières nouveautés sans avoir besoin d'aller chercher dans les release notes. Ensuite, on a une section Getting Started avec 3 entrées. Les fondations, les composants et les ressources. C'est vraiment une bonne chose de mettre ça en place parce que ça va expliquer aux nouveaux arrivants dans les équipes les grands principes du design system. Par exemple, dans les fondations, les principes fondamentaux pour l'utilisation des couleurs, les illustrations, etc. On trouve aussi tout en haut une table des matières pour aller plus loin sur différents sujets. Par exemple, quelqu'un qui souhaite avoir des infos sur les design tokens, il peut trouver l'information directement. Alors sur la homepage, on trouve également une autre section appelée Dive Deeper. Perso, j'adore cette section. On y retrouve différents types de contenus, des workshops et des guides, aussi bien pour les designers que pour les développeurs, et c'est vraiment super intéressant. Alors, allons voir ce qu'il y a dans le premier workshop. On peut voir un résumé du workshop et en dessous la vidéo de leur workshop. C'est vraiment top d'avoir ce genre de ressources à disposition. Ensuite, au niveau des guides, on en trouve 2, dont celui pour Figma. Alors allons voir ça un peu de plus près. De nouveau, on va retrouver un résumé avec la partie Getting Started. Et en dessous, on a des mini tutos que je trouve super bien présentés. Il s'agit de carousels expliquant comment utiliser les composants. C'est simple et super efficace car l'adoption, c'est la clé de la réussite d'un design system. On peut d'ailleurs voir qu'ils ont fait ça avec l'outil Scribe. Ils ont également ajouté des gifs montrant certaines utilisations comme les variables de Figma. Alors on a déjà pu voir certains éléments qui sortent du lot qu'on ne voit pas forcément partout dans toutes les documentations. Par exemple tout ce qui est guide et workshop, et ça c'est vraiment intéressant de voir ça. Allez on continue, allons voir ce qu'on trouve dans la partie fondation. On a les principes, donc on peut voir que c'est la même page que le Get Started de tout à l'heure. Base Size, là on peut voir qu'il n'hésite pas à faire une page même pour très peu de contenu, puisqu'on n'a que la valeur de la base size et rien d'autre. Size et spacing, on retrouve les différentes échelles. Là-dessus, c'est assez classique. Colors. Alors, j'aime bien comment ils ont représenté leurs couleurs dans ce tableau.
Et si on passe en dark mode, on peut voir les variations de couleurs. Et ça, je trouve ça très intelligent comme façon de procéder. Si on descend un peu, on peut également trouver la liste de l'ensemble des tokens de couleurs avec le nom, la valeur RGBA et le code hexadécimal. On a également un formulaire de recherche pour filtrer avec une autocomplétion et ça c'est plutôt pratique. Si je tape Gray par exemple, on peut voir qu'il filtre pas seulement par rapport au nom. Par exemple, on retrouve OnMessage Subtitle, c'est bien un gris, mais on n'a pas le terme Gray dans le nom. Donc c'est vraiment bien pensé. Ensuite, dans la partie typographie, on a tout de suite un visuel sur les différentes fonts utilisées avec l'exemple de code pour les développeurs. En dessous, on va retrouver un tableau avec le contexte d'utilisation et la font associée. Si on va plus bas, on retrouvera les tokens associés à la font size, font weight et au line 8. Pour Radius, Shadow et Z-Index, ça va être le même principe. Après, dans la partie Icon Assets, ici on va retrouver l'ensemble des icônes avec un petit formulaire de recherche. C'est plutôt habituel, mais c'est très pratique. Ce qui est pas mal aussi pour les devs, c'est que juste en cliquant sur une icône, ça va copier la ligne pour importer l'icône dans leur code. Et enfin, dans Asset Manager, il détaille l'utilisation des assets. On peut y voir notamment les tailles d'icônes, mais également une vidéo sur leur process de création d'icônes. Et ça, c'est encore une très bonne ressource à découvrir. Passons à présent à la liste des composants. Alors déjà, on peut remarquer que certains composants sont identifiés en alpha ou bêta. C'est plutôt intéressant parce que ça permet d'avoir directement une visibilité sur les nouveaux composants. On peut aussi remarquer qu'il y a un tag Coming Soon, et là aussi c'est top parce que ça va montrer les prochains composants qui vont arriver dans le design system. Alors, allons voir un peu de plus près la documentation d'un composant. On va retrouver le titre du composant, une courte description de son usage, le poids, la ligne d'import et son usage pour les devs. C'est facile d'accès, donc c'est une bonne idée de mettre ça là. Ensuite, on a deux liens, leur storybook et leur GitHub. Pour la partie anatomie, c'est assez classique pour un design system, on va y retrouver les différents éléments du composant. Par contre, quand on inspecte la page, on voit que l'image en fait c'est du SVG. Alors là, j'avoue que je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais on peut voir que le SVG reprend les variables CSS de leur design system. Alors dans la rubrique options, on va y retrouver les différentes variantes avec les possibilités d'afficher le code pour les devs, un bouton pour copier le code et un lien pour accéder à ce qu'ils appellent à leur playroom, permettant de tester le code. C'est plutôt pratique. Personnellement, je ne connaissais pas cette notion de playroom et en cherchant un petit peu, je suis tombé sur ce GitHub qui permet d'initialiser son propre playroom. Vous retrouvez le lien dans la description de la vidéo. Une idée que je trouve particulièrement intéressante pour garantir l'adoption des développeurs au design system. Comme ça, ils peuvent directement faire des tests en live. Si on redescend un petit peu plus bas, on retrouve les guides d'utilisation. Par exemple ici, de savoir quand utiliser ou non les ombres d'un composant. Et ici, la section API Reference est vide, mais si on va sur un autre composant, par exemple le composant Box, on peut y voir les propriétés. Donc une nouvelle fois, c'est plutôt orienté pour les devs. Maintenant, allons voir ce que l'on trouve du côté des ressources. On peut y retrouver plusieurs éléments intéressants. Par exemple, sur l'accessibilité, il y a beaucoup d'informations importantes. On va y retrouver une checklist de conformité, des règles définies pour l'audio et la vidéo, tout ce qui est lié aux règles d'accessibilité pour la couleur, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à étudier là-dedans. Il y a aussi différents guides pour créer des icônes, les bonnes pratiques en React ou encore ce qu'on a vu concernant Figma. Et enfin, on va retrouver une liste de tutoriels et des replays de leur workshop. Voilà, on a fait le tour. Comme on peut le voir, la documentation d'un design system peut être très riche et variée. Il y a beaucoup de choses intéressantes à mettre en place qu'on a vu ici, comme les guides ou encore les workshops. Mais il peut manquer certaines choses par rapport à ce qu'on peut voir sur d'autres design systems. Par exemple, il n'y a rien qui est lié au content system ou à l'UX Writing. Et on voit que le lien avec le design est peu présent au final. Il n'y a aucune règle de do et don't, etc. Par contre, en revanche, c'est très lié à la tech. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format de Design System Review
Et s'il y a des choses qui vous ont particulièrement marqué dans le design system, dites-le en commentaire, c'est toujours intéressant. Et bien sûr, pensez à vous abonner. Allez, à bientôt.